Chers amis, bonjour, bienvenue sur le Verbeo TV, la chaîne YouTube des éditions du Verbeo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Pierre Chaillot. Bonjour Pierre. Bonjour Mérémy et merci de me recevoir. Merci de nous accorder de votre temps. Vous êtes statisticien, nos abonnés vous connaissent, auteur, mais sans doute avant tout lanceur d'alerte. En janvier 2023, vous aviez lancé un pavé dans la mare avec votre ouvrage Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, paru chez l'Artilleur. Il s'agissait en France de l'analyse scientifique la plus précise et exhaustive des effets mortifères de la politique dite sanitaire menée contre le SARS-CoV-2. Aujourd'hui, vous complétez ce travail, toujours chez l'Artilleur, avec Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, un ouvrage que vous pourrez vous procurer sur notre boutique en ligne et qui fera date, on l'espère, autant en librairie que dans les prétoires. Alors ma première question, toute simple, Pierre Chaillot, enfin toute simple et en même temps très, très vaste, très, très complexe, que révèlent les chiffres officiels des dégâts causés par la vaccination Covid-19? Ce qu'il révèle, c'est que, on observe statistiquement une hausse de la mortalité, toutes causes confondues, à la suite des campagnes de vaccination. Et ça, c'est un résultat extrêmement fort, qui apporte une preuve, hein, plus qu'un indice, mais vraiment une preuve de causalité entre vaccin, et mortalité. Et en effet, j'espère que ce livre servira dans les prétoires, de façon à ce que des victimes, des familles des victimes puissent dire, voilà, statistiquement, on démontre que ces vaccins tuent des gens. Et donc, il n'y a pas que la parole d'expert pour mon cas particulier. Et voilà, l'idée, c'est d'appuyer les plaintes et les demandes de justice. Il faut rappeler voilà, que la justice actuellement protège les laboratoires pharmaceutiques et demande que des preuves soient apportées que les produits pharmaceutiques incriminés dans des affaires causent bien les dégâts qu'on leur prête. Et donc voilà, je souhaite apporter cette preuve-là et avec un livre publié et puis aussi dans un certain cas d'une relecture par des pairs, ça permet d'asseoir voilà, cette demande de réparation de la part des victimes ou de leur famille. Oui, d'ailleurs, vous soulignez dans votre ouvrage cet étonnant paradoxe qui vient protéger l'industrie pharmaceutique, à savoir que pour prouver les bénéfices d'un produit, il suffit d'une corrélation. En revanche, quand il s'agit de démontrer que ce produit pose problème, alors là, on vous demande des preuves plus solides que le roc. Oui, des preuves qui sont impossibles à obtenir. D'ailleurs, la statistique ne peut montrer que des corrélations, hein. On ne peut pas montrer de causalité en statistique, ça n'existe pas. Et donc, on s'en satisfait pour tout ce qui a trait aux bénéfices. Voilà, une simple corrélation entre le produit et la bonne santé du patient, ça suffit. Et bien souvent, c'est une corrélation vague avec des critères qui sont bien choisis, avec des laboratoires pharmaceutiques qui se débrouillent pour virer de l'étude ceux qui les embêtent au fur et à mesure, de façon à s'arranger avec la corrélation finale. Enfin, il y a tout un tas de magouilles possibles de façon à apporter une corrélation. C'est le laboratoire pharmaceutique qui vend le produit, qui fait son étude, qui en tire les conclusions et qui arrive avec un papier la bouche en cœur auprès des instances de validation ou de sécurité des médicaments. Et ces dernières ne font que lire le papier et valider voilà, la chose sans faire d'études contradictoires ni même se poser trop de questions. Et au sein de ces instances, d'ailleurs, il y a des conflits d'intérêts qui sont colossaux entre les décideurs et l'industrie pharmaceutique, et ça pose de problème absolument à personne. Quand vraiment il y a des trop gros scandales, à la rigueur, on ferme l'agence de sécurité et puis on en rouvre une autre avec un nouveau nom. Bon, finalement, on fait la même chose avec un peu de maquillage, quoi. C'est un système qui perdure et qui a l'air de satisfaire tout un tas de gens. Donc oui, l'histoire de démontrer enfin vraiment l'horreur qui s'est passée autour de la vaccination Covid-19, c'est aussi un fil d'une pelote de laine, pardon, qui est gigantesque qu'on peut tirer et qui dénonce finalement l'ensemble des pratiques de l'industrie pharmaceutique, des décideurs, des valideurs et de tout ce petit monde. Surtout qu'en vous lisant, on comprend que les chiffres, les données d'effets secondaires sont en réalité sous-estimés.
Ainsi, donc, d'après la déclaration de Berlin sur la pharmacovigilance, seuls 2 à 5% des effets, dites-vous, indésirables sont réellement déclarés. Mais surtout, on apprend dans votre ouvrage que plus d'1 million de données auraient été effacées durant la pandémie, rien que du côté de l'autorité européenne du médicament. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, en fait, la pharmacovigilance, c'est le système où les personnes qui ont subi des effets indésirables à la suite de la prise d'un médicament font une déclaration. C'est sur la base du volontariat. Il faut vraiment en avoir envie, hein, parce que il faut le savoir que ça existe. Absolument. Aujourd'hui, là, quand on se parle, donc j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes malades qui avaient eu des problèmes, à peu près 10 000 personnes en conférence. Les seules personnes qui connaissaient le principe de pharmacovigilance, c'était uniquement des victimes qui s'étaient vraiment plaintes et qui avaient essayé de trouver un moyen pour se plaindre. Le grand public, même les personnes qui s'intéressent à ça, savent même pas que ça existe et qu'il y a des moyens sur Internet. On peut faire une déclaration à la suite de n'importe quel médicament. Donc ça, c'est un problème. Normalement aussi, ça doit être votre médecin traitant qui fait une déclaration si jamais bah, vous avez la suite d'un vaccin ou d'un médicament quelconque, ça va mal. Vous en parlez à votre médecin traitant qui, lui, doit faire une déclaration. Il ne le fait jamais. Euh, Oui, parce que vous, j'exagère. vous abordez la question des mécanismes de défense aussi, c'est-à-dire que quand on a vacciné un proche, qu'on soit médecin ou qu'on l'ait incité en tant que membre de la famille, c'est compliqué ensuite de dire c'est du fait de cette injection qu'il y a eu un problème. Oui, tout à fait. On commence à dire, oh bah voilà, c'est à cause du fait que tu fais trop de sport que tu as des problèmes cardiaques. Voilà, c'est le hasard du calendrier si ça arrive 10 jours après la vaccination. Ça a vraiment été un classique de toute cette période. Mais voilà, la pharmacovigilance, c'est passif, c'est-à-dire que les autorités attendent que les gens veulent bien faire l'effort de faire une déclaration. Et puis ça remonte ensuite derrière au sein de, il y a des CHU en France qui s'occupent de centraliser la pharmacovigilance où ils ont chacun leur spécialité sur tel produit. C'est remonté au niveau national à l'ANSM et ensuite ça part au niveau européen. Et voilà, tous les pays d'Europe ont leur système qui font remonter à l'EMA et on peut consulter ces données sur un site qui s'appelle AdReports. Et on peut télécharger voilà, le nombre d'effets indésirables de tous des médicaments pour lesquels ça remonte et c'est publié en ligne. Donc c'est un site qui date de l'âge de pierre, on peut quasiment rien faire dessus. Voilà, ça paraît être on se pose la question du fait que ce soit volontaire d'ailleurs, que ce soit aussi nul, de façon à décourager voilà, les statisticiens en herbe ou pas d'aller télécharger des données. Oui, Mais parce je que vous avez travaille. dû remettre bout à bout en réalité des séries de données, hein. Oui, en fait, Catherine Taillet, qui a travaillé sur le livre, elle, ça a été son métier de gérer des bases de données. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne s'occupe pas des graphiques ou des statistiques proposées en ligne. Elle pompe le site, elle fait un téléchargement complet des données, de tous les numéros de dossiers qu'elle trouve à l'EMA et elle les stocke. Et elle les stocke quasiment tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, elle aspire toutes les données. Donc, elle a tout un tas de numéros de dossiers. Et puis, voilà, elle va pouvoir faire des comptages avec. Et elle s'est rendue compte, en faisant ce travail quotidien, que d'un jour sur l'autre, il y avait des numéros de dossiers qui disparaissaient. Bon, un ou deux, pourquoi pas, mais vraiment des très grands nombres de dossiers qui disparaissent, certains même qui réapparaissent, ce qui est parfaitement étonnant. Et donc, elle a posé de très nombreuses questions à l'agence européenne en demandant, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des numéros uniques de dossiers que vous faites disparaître? Et ils font des réponses vagues. Oui, bon, c'est peut-être des doublons, parce que une base de données, c'est vivante. Enfin, évidemment, ça outre n'importe qui travaille un tant soit peu dans l'informatique, un tel amateurisme où on aurait bah, des numéros de dossiers uniques, hein, qui sont voilà, une preuve qu'on doit garder, qu'on fait disparaître comme ça sans prévenir personne. Qu'il y ait des problèmes, peut-être des erreurs, tout ça, il n'y a aucun souci dans une base de données, mais tout doit être enregistré et on doit pouvoir avoir la trace de toutes les manipulations qui sont faites dans une base de données et absolument tout doit être justifié. Ouais, faire supprimer des identifiants uniques voilà, sans en modifier la raison, en motiver la raison et en laissant aucune trace, ça, c'est absolument pas professionnel. Donc la question qui se pose, c'est que sont-ils devenus? Et quand on a fait l'exercice de regarder au cours du temps à quel moment ces dossiers disparaissaient, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme trou pendant une vaccination de rappel européenne, je crois que c'est 2022,
Euh, c'est normal que quand il y a une grande vague de vaccination, il y a tout un tas d'effets indésirables qui remontent, hein, puisque c'est à ce moment-là que vous intervenez tous en même temps pour vacciner tout le monde. Donc ça fait un grand nombre de personnes qui font vacciner. Donc à ce moment-là, on s'attend à avoir une remontée d'effets indésirables. Voilà, tout simple, mais de toutes les, même les petits cas, tout ça, ça va arriver à ce moment-là. Il y aura beaucoup plus de remontées quand il y a une grande vague de vaccination que quand, voilà, il y a une espèce de fil de l'eau où on vaccine 10 personnes par jour, quoi. Et on se rend compte que à ces périodes-là, on a vu un énorme pic de déclarations déferler sur le site. Donc ça fait un gros pic de données que Catherine a téléchargé tous les jours, mais qu'à posteriori, aujourd'hui, on consulte, ce pic de déclaration, il a entièrement disparu. C'est comme si le pic vaccinal n'avait pas eu lieu. Et donc ça, vraiment, enfin, c'est vraiment une preuve incontestable d'une magouille au sein du site de pharmacovigilance. C'est pas possible qu'à un moment où on va vacciner 2 millions de personnes, il y a autant de déclarations que la veille où on en vaccinait 10. Intellectuellement, on se rend tout de suite compte que c'est pas possible. Donc voilà, il y a plus que des soupçons sur la qualité des données qui ont été renseignées et en particulier à certaines périodes. Autre manipulation statistique que vous mettez en lumière, notamment dans des études publiées pour promouvoir en réalité ces injections, alors que les effets indésirables apparaissent souvent dans un temps court suivant l'injection, certains chercheurs ont tout simplement décidé de répertorier les vaccinés de moins de 3 semaines comme non vaccinés. Oui, en fait, c'est même pas certain, c'est la totalité des études qui veulent défendre la vaccination. C'est simple, à chaque fois que vous lancez une campagne de vaccination, ça fait augmenter la mortalité. La corrélation, elle est nickel. On a téléchargé les données au niveau européen pour toutes les tranches d'âge et c'est net. On est deux à l'avoir fait. On s'est voilà, on s'est contacté pour travailler ensemble parce qu'on avait deux méthodes différentes et on trouvait le même résultat. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Vous vaccinez massivement, ça augmente la mortalité. Et donc, c'est vraiment un tour de force de publier une étude qui prétendrait que la vaccination a sauvé des vies, sachant que la mortalité augmente quand on vaccine. Et donc, la manière dont ils arrivent à produire ce genre de choses, voilà, on n'ose même plus dire étude, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent tous dans la définition et méthode, oh, bah, l'industrie pharmaceutique nous dit que son vaccin est efficace seulement au bout de 3 semaines. Ça veut dire que pendant les 3 premières semaines post-vaccination, on considère que les gens ne sont pas vaccinés. Donc, bah, graphiquement, imaginez, vous avez voilà, une espèce de courbe un tout petit peu en zigzag, hein, et puis vous avez un gros pic de vaccination, plaf, qui arrive à une certaine date, et vous remarquez dans les données que bah, juste en même temps ou juste derrière, mais les mêmes semaines, vous avez un pic de décès voilà, qui est parfaitement à cette période-là. Et donc, bah, vous en concluez, oui, bah, c'est plutôt la vaccination qui tue les gens. Et ce qu'ils font, donc, c'est qu'ils disent, non, la vaccination, on ne peut pas la compter pendant les 3 premières semaines, donc notre pic de vaccination, on le décale de 3 semaines vers la droite, hein, 3 semaines plus tard. Ce qui fait que le pic de mortalité, sur votre nouveau graphique, il apparaît avant la vaccination. Et donc, vous faites vos calculs et vous dites, ah bah dis donc, on a fait la pique de vaccination, c'est après la mortalité. Donc, il y avait une grosse mortalité avant et grâce au vaccin, la mortalité diminue. Ouais, j'aime bien comparer, bah, c'est du coup, vous avez la même efficacité de la balle dans la tête. Le même jour, vous mettez une balle dans la tête à la moitié de la population. Voilà, et la balle dans la tête, c'est efficace au bout de 3 semaines. Vous décalez votre courbe, ah bah 3 semaines après, dis donc, la mortalité diminue fortement maintenant. Il y a même 2 fois moins de personnes qui meurent. Donc vraiment, la balle dans la tête, c'est quelque chose de très efficace. Voilà, c'est stupide, mais c'est aussi bête que ça. Et ça montre à quel point on réussit à faire avaler des couleuvres, mais de manière vraiment grossière, hein, aux gens. C'est grossier. C'est grossier. Malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'il y a toute une partie des scientifiques, avec des guillemets, qui croient à ce genre de bêtises. Ils sont même pas capables de voir à quel point c'est vraiment d'une absurdité totale. Je le dis d'autant plus volontiers que bah, j'ai vu un certain nombre d'articles complotistes, mettons des guillemets, résistants si vous voulez,
qui dénonçaient l'absurdité de ce genre d'études, mais qui voyaient pas ce twist. Ils dénonçaient d'autres choses qui sont réelles sur la méthode, sur les modèles utilisés, je les critique aussi. Mais vraiment, mais le twist, il s'en était pas aperçu, alors que c'est vraiment le problème majeur et principal. Voilà. Donc, des fois, il y a, bon, avant le complot, la connerie, comme disaient certains. Mais voilà, je pense qu'on a quand même un problème de capacité de lecture, d'analyse de ce qu'on fait et que un certain nombre de chercheurs qui sont obnubilés par le fait de montrer que les vaccins sont sûrs et efficaces se rendent pas compte de la bouillie infâme qu'ils font et voilà, des procédés ridicules qu'ils mettent en œuvre. Plus on rentre dans le détail avec vous, plus on découvre des choses surprenantes, comme ces écarts de mortalité considérables entre les lots de vaccins. Au Danemark, par exemple, c'est l'exemple que vous prenez, 70% des effets indésirables relèvent de 4% des lots. Comment on peut l'expliquer? Bah, on l'explique pas. C'est une information qu'on a eue assez tôt grâce au VERS, qui est le site où on peut consulter la pharmacovigilance américaine. Et donc, il y avait déjà des statistiques par lot. Il y a un petit site qui s'est monté assez rapidement qui s'appelle How Bad is my batch? À quel point mon lot est pourri? Où, pareil, on voit bien qu'il y a des effets indésirables concentrés sur certains lots. J'ai jamais commenté ça parce qu'il me manquait une information essentielle qui est le nombre de vaccins en tout dans ces lots-là. Si on a un lot qui est gigantesque avec des millions de doses, on aura beaucoup plus d'effets indésirables que si un lot où il y a que 200 doses à l'intérieur. Voilà, donc n'ayant pas de dénominateur, j'ai pris acte du fait qu'il y avait des questions qui étaient posées auxquelles les autorités répondaient pas, mais j'avais pas de stats. Avec l'étude danoise, c'est pas pareil. On commence à avoir voilà, des pourcentages, des nombres de vaccins distribués en tout, et donc on dit non, mais il y a vraiment un souci au niveau des lots, il y a des statistiques qui remontent. Et ça devrait pas. Ça devrait pas parce que l'industrie pharmaceutique se débrouille pour dispatcher les lots dans toutes les populations. Il y a eu un scandale, je sais plus si dans les 70, où auparavant l'industrie pharmaceutique, quand il faisait un lot pour des questions logistiques, envoyait le lot en entier dans un endroit précis. Par exemple, dans une maison de retraite, voilà, on lui donnait son lot. Et il y a eu un scandale où je sais plus quel produit, où il y a eu mais, un taux de mortalité gigantesque dans un endroit localisé précis. Et bah, c'était un lot particulier qui était arrivé là-bas. Donc ça a été assez facile de démontrer une causalité en disant que l'industriel n'avait pas garanti une qualité suffisante de son produit et était donc responsable de la mort de tout le monde. Pour éviter d'avoir une représentation géographique, les industriels de la pharmacie se sont dit, oula, première chose qu'on va faire, bon, c'est surtout pas d'améliorer la qualité parce que ça coûte cher, mais on va dispatcher nos lots partout dans le monde de façon à ce qu'on puisse pas avoir une trace géographique quelque part. Donc ils font exprès. Et on va donner autant de l'eau pourrie aux vieux, aux jeunes, enfin à ceux qui vont potentiellement moins survivre à ce qu'on fait qu'à ceux qui sont en meilleure forme, de façon à diluer au maximum les problèmes. Donc voilà, volontairement, ils font ça. Et donc quand on arrive à avoir des statistiques par lot qui montrent voilà, des tels phénomènes, ça doit poser question quoi, sur la qualité de ce qui est distribué. Euh, donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et je montre aussi qu'il y a une étude qui avait été publiée par je sais plus quel institut, Paul Ehrlich, je crois, un institut allemand. L'Allemagne qui était censée mettre en place vraiment des systèmes de pharmacovigilance pour toute l'Europe. Et on rigole quand on voit ce qu'ils ont fait. Et ils se sont fondus d'un article pour dire que tout ça, c'était des conneries et qu'ils avaient eu un mode de surveillance pour prouver qu'il n'y avait pas de problème de l'eau. Et j'analyse leur article pour montrer que non, ils prouvent absolument rien et que la question de la qualité des lots, elle reste vraiment en suspens, même au regard de ce qu'a fait Paul Ehrlich, qui c'est ni fait ni à faire en termes de méthodologie. Alors, autre point abordé dans votre livre, la chute de la fécondité. Donc en France, le taux de natalité n'a jamais été aussi faible hein, depuis 1945. Vous attribuez aussi ce phénomène aux campagnes de vaccination. Pour être précis, il y a quand même une baisse de la fécondité qui est structurelle et donc j'en parle. Je ne confonds pas la baisse de fécondité attendue, on va dire, classique, visible depuis, je crois que c'est les années 80. Il y a eu un rebond aux années 2000, mais voilà, je prends en compte de base le fait qu'il y a une baisse de la fécondité. Cette baisse de la fécondité, d'ailleurs, elle n'est pas commune à toute l'Europe. Il y a des pays où il y avait une certaine stabilité, dont le Danemark, par exemple, que je prends en exemple. Même quand on prend en compte la baisse tendancielle de la fécondité, il y a un effondrement supplémentaire.
qui est observé et qui fait même la une des journaux, la une des grands instituts de démographie. Tout le monde en parle. Donc, il serait quand même temps de se poser la question de pourquoi il y a une baisse supplémentaire. Et il se trouve, quand on regarde les dates, que cette baisse supplémentaire, elle démarre 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes, notamment des jeunes en âge de procréer, particulièrement des jeunes femmes. Donc la question, c'est pourquoi personne ne parle de ce lien temporel qu'il y a entre les deux. En France, il est un peu moins visible que dans d'autres pays parce qu'il y a eu un rebond de natalité en 2021, notamment dû au fait que bah, après enfin, pendant le confinement, et on voit bien qu'il y a eu 9 mois après le confinement, il n'y a pas eu de bébés qui sont nés parce que les Français n'ont pas fait d'enfants pendant le confinement. Donc c'est un traumatisme. Et donc il y a un rebond derrière qui peut correspondre. C'est un effet de libération, hein, comme les baby-boom, mini, hein, si on veut, mais qui est que, au contraire, après le confinement, les gens se sont dit, bon, on respire et on va faire les bébés qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a pas fait. Donc il y a un petit rebond, mais quand même, 9 mois après la campagne de vaccination de 2021, ça commence à se casser la figure, et à partir de 2022 et 2023, ça s'effondre fortement, quoi. Et sur des pays comme le Danemark, où il y a vraiment une stabilité de la natalité très très régulier, là, le 9 mois après, il se voit comme le nez au milieu de la figure. Et donc, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi est-ce que les grands instituts trouvent des excuses du type, voilà, c'est maintenant l'éco-anxiété qui arriverait d'un coup comme Mm. ça? La guerre en Ukraine, bon, la guerre en Ukraine, c'est mars 2022. Quand les bébés arrêtent de naître en mai 2022, enfin, la gestation des femmes, c'est 9 mois, hein. Donc voilà, il serait comme temps que les statisticiens prennent des cours de CM2 de biologie, histoire de se remettre les idées en tête. Il parle aussi de l'inflation, mais l'inflation, c'est l'été 2022, ça va pas non plus, c'est beaucoup trop tard. Enfin bref, il y a tout un tas d'excuses qui sont données et qui fonctionnent pas si juste on prend 2 secondes pour brancher ses neurones. Et personne ne veut parler de la vaccination, mais et comme la mortalité, c'est vraiment un sujet qui reste tabou. Oui, vous dites il est interdit de conclure en réalité. Tout le monde, sur cette question en tout cas de la fécondité, voit le problème, l'admet, mais sans pouvoir conclure de façon rigoureuse, parce que cette conclusion Oui, est interdite. Ouais. c'est la même chose pour la mortalité, où des instituts constatent qu'en 2023, il y a une hausse de la mortalité des jeunes et qui s'arrête là. Voilà, on constate. Voilà. Ils disent avant, la hausse de mortalité de 2020-2021, c'est le Covid, c'est le Covid, c'est le Covid. Voilà, on réfléchit pas. À partir de 2022-2023, on arrête de compter du Covid parce que bah, voilà, le pass sanitaire s'arrête, donc il n'y a plus de Covid dans les statistiques. Il y a toujours autant de morts, voire même il y en a encore plus chez les jeunes. Et là, ils ne prennent même pas 2 secondes pour réfléchir en se disant, mais du coup, s'il y a toujours autant de morts et qu'il n'y a plus de Covid, est-ce que tout ce qu'on a dit pendant 2 ans, c'est pas des grosses conneries et qu'en fait, c'était pas le Covid et qu'on comptait Covid pour rien? Voilà, le premier élément de question qui serait temps de se poser. Et puis, bah, c'est mort en trop quand on compte pas du Covid, c'est quoi? Deuxième élément de question. Et là, non, voilà. Autant on peut affirmer sans aucun début de preuve que les hausses de mortalité, qui sont faibles en plus, sont dues au Covid, ce que je dénonce et je montre que ça tient pas la route 2 secondes dans mon premier livre. Et autant, voilà, on refuse de réfléchir, de brancher ces neurones et faire la moindre étude simple de corrélation de façon à envisager, voilà, pourquoi c'est mort en trop et en particulier qui commence à toucher les jeunes. Justement, Pierre Chaillot, dans quel état ressort la science de cette folle période? Et est-ce qu'il est possible, parce que vous décrivez aussi dans votre ouvrage des fois des attitudes antagonistes qui sont devenues elles-mêmes, qui rentrent elles-mêmes dans l'ordre de la croyance plutôt, est-ce qu'il est possible de, de- de retrouver la confiance du public dans le travail des scientifiques, ou est-ce que il faut là un changement d'une nature telle que... Mais je ne suis pas sûr que cet idéal scientifique, on va dire d'une science pure, dénuée Hmm, d'intérêt politique, ait déjà existé, en fait. hmm, Peut-être que cette période nous permet juste de nous rendre compte ce qu'est le monde scientifique, la science, où certes, il y a des gens qui font des travaux fondamentaux. Et d'ailleurs, la science n'avance que dans le cadre d'un dissensus, et même il y a une avancée scientifique que quand on prouve qu'une théorie est fausse, et donc il faut passer à la théorie suivante. Mais tout le reste, ce qui est appelé le consensus, qui s'appelait les autorités scientifiques, les académies, les grands pontes qui voilà, ont fait des découvertes à une époque et sont bien à leur place aujourd'hui, ne sont que des freins à la science. Et ça a toujours été ainsi.
Et le politique, à une certaine époque, c'était politique et religieux, c'était la même chose, et la science avançait dans un cadre défini par la religion et permettait d'asseoir le pouvoir politique et religieux qui était le même. Depuis la Révolution française ou les révolutions et le culte matérialiste, là, il y a une mise en place de nouvelles cultures, je pense qu'il faudrait appeler ça comme ça, de cultures de distribution de pouvoir, qui de la même manière s'appuient sur des dites sciences ou des scientifiques de façon à asseoir leur nouvelle culture, leurs nouvelles croyances. Et voilà, je pense que la science fondamentale, la recherche, la controverse, c'est vraiment une partie mineure de la science, même s'il n'y a que ça qui l'a fait avancer, et que de manière majoritaire et de tout temps, ça sert surtout à asseoir une culture et du pouvoir. D'ailleurs, le fait qu'on soit coincé sur, que ce soit en physique, que ce soit en biologie ou en médecine, sur des théories basées sur, enfin, on va dire, décrites et inventées au 19e siècle, ça donnerait nous faire réfléchir sur, voilà, la notion de progrès, d'avancée scientifique de ces dernières années. Autant, oui, on a maintenant des smartphones et des ordinateurs, mais qui nous permettent bien souvent d'écrire le même niveau de conneries qu'on les écrivait il y a 2 siècles, mais avec des nouveaux moyens technologiques. Quelles sont pour vous les prochaines étapes dans le combat pour la reconnaissance du tort fait aux victimes de ces vaccinations? Et est-ce que vous pensez, question subsidiaire, que l'arrivée aux affaires de Robert Kennedy Jr. aux États-Unis peut permettre d'aller dans le bon sens, y compris pour nous en Europe? Écoutez, euh, il y a beaucoup de recours qui ont été faits au niveau judiciaire, au niveau du Conseil d'État très tôt dans cette histoire. Tout a été débouté, même nous en tant que statisticiens avec Laurent Toubiana qui réclamions les données de décès selon le statut vaccinal, de façon à vérifier que les promesses d'éternité et de sécurité de ces vaccins seraient tenues. On a tous été déboutés de toutes nos demandes. Le pouvoir juridique, judiciaire, il a législatif, enfin non, plutôt juridique, il a montré qu'en fait, il était à la botte, à la solde du pouvoir exécutif en place et du pouvoir législatif. De la même manière, quand on a tenté de s'intéresser ou d'intéresser les politiques, on a eu le même genre de réponse, un déni total. Voilà. Et on est dans un immobilisme complet en termes politiques en France depuis 2017 ou même avant, où c'est toujours les mêmes qui sont aux manettes, voire même, moi je pense qu'on est un peu dans le même système politique depuis l'arrivée de Sarkozy, qu'on n'en bouge pas. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre d'un pouvoir, voilà, d'un pouvoir judiciaire qui est soumis au législatif, lui-même soumis à l'exécutif depuis cette date. Et qu'à mon sens, la seule manière de bouger, ce serait en effet un gros changement politique en France, et ça passe par un changement radical de l'opinion, hein. D'où l'intérêt d'écrire des livres, de faire des émissions pour alerter l'opinion publique et de gratter un peu l'endroit où ça fait mal, de façon à ce que les gens se réveillent, hein. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et qu'il faut chercher de façon à obtenir un changement. Le changement politique aux États-Unis, il va permettre au moins aux nouveaux ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de taper sur les anciens pour trouver des coupables et dire que c'était pas eux, dans une certaine mesure. Ce qui fait que sur certains aspects, peut-être, on va obtenir des avancées. Il va falloir voir jusqu'à quel point. L'arrivée au pouvoir de businessmen, business reste business, et voilà, je me pose des questions sur la réalité de ce qui va être arrêté ou des progrès qui vont avancer et le niveau de liberté qu'aura Robert Kennedy Jr. dans ses fonctions. Il a fait beaucoup de promesses avant la campagne qui sont très intéressantes. Questionner la totalité des vaccins un par un pour savoir s'ils sont vraiment chacun sûrs et efficaces, ce serait une première. D'ailleurs, les gens ne savent pas forcément que c'est une première et qu'il n'y a aucune étude qui existe de façon à montrer que c'est sûr et efficace, chacun indépendamment, hein. Moi, c'est vraiment la découverte qui m'a le plus choqué en tant que père, notamment. De cette période, hein. Voilà. Il n'y a pas que les vaccins Covid-19 qu'il faut questionner, tous méritent d'être questionnés d'un point de vue scientifique, quoi. Et puis, bah, je rappelle que l'administration Trump, c'est l'administration qui a validé l'opération Warp Speed, c'est-à-dire qui a enclenché des milliards et des milliards de dollars pour trouver des vaccins grâce une nouvelle génération avec dans une temporalité faible, voilà, c'est-à-dire le plus rapidement possible, sans trop de vérification. Et c'est bien l'équipe de Trump. J'ai quand même des doutes sur le fait que l'équipe de Trump finisse par admettre qu'en fait, il s'est rien passé, que tout était une immense escroquerie et que donc ils ont pris des milliards de dollars aux Américains pour financer
des trucs qui n'avaient pas lieu d'être et qui en plus les ont rendus malades. Voilà, j'ai des doutes sur ce sujet. Le rapport du Sénat qui a été américain ou du Parlement, je sais plus, qui a été publié récemment, où nos amis résistants ou complotistes, mettez le mot que vous voulez, ont tous crié victoire en disant ça y est, la vérité éclate. Euh, Pourquoi? Parce que le rapport du Sénat dit oui, il y a des effets indésirables. Très bien, il serait quand même temps de le reconnaître, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et deuxième chose, qui dit ah bah c'est probablement un virus d'un laboratoire inventé en Chine. Moi, j'ai mis des réserves sur le fait que ce soit réellement une victoire, hein, parce que si on commence à valider le narratif de guerre bactériologique, ça valide la totalité des confinements, des mesures liberticides, des masques, des passes sanitaires, etc., puisqu'on est en période de guerre, et donc, voilà, on passe en loi martiale de façon à se défendre contre l'envahisseur. Et donc, c'est un texte qui, loin de nous donner raison sur quoi que ce soit, valide la totalité du narratif en entier, en reconnaissant peut-être que bon, ces vaccins, il faudrait peut-être les améliorer un peu. C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, il dit que les vaccins ont sauvé des millions de personnes. Donc, voilà, j'émets quand même des sérieuses réserves sur le fait que on va atteindre une vérité totale et un bonheur absolu à la suite de cette élection. Ça va probablement briser un peu la solidité du narratif actuel, mais de là à crier victoire trop vite, voilà, wait and see. Le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup Pierre Chaillot. Je rappelle le titre de votre excellent ouvrage, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, donc publié chez L'Artilleur, euh, est disponible sur la librairie en ligne des éditions du Verbe Haut. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à diffuser cet entretien autour de vous et à très bientôt sur le Verbe Haut TV.